pour vous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de ce principe vital qu'est la respiration, nous vous proposons quelques rappels anatomiques. Nous aborderons dans un premier temps une présentation des fonctions des voies respiratoires. Lorsque l'air traverse le nez, les cavités nasales effectuent trois fonctions différentes. L'air est réchauffé par les surfaces des cornets et de la cloison. L'air y est humidifié de manière considérable. La fonction de filtration du nez est indispensable pour éviter les infections pulmonaires et mérite qu'on s'y intéresse plus particulièrement. Les vibrisses, les petits poils situés à l'entrée des narines, jouent un rôle important dans l'élimination des grosses particules. Mais l'élimination des particules par précipitation turbulente est encore plus importante. En effet, l'air passant dans les voies nasales frappe de nombreuses zones rétrécies. À chaque fois, il doit changer rapidement de direction. Les particules en suspension ayant plus de masse et de force d'impulsion ne peuvent pas changer de direction aussi rapidement que l'air. Par conséquent, elles frappent les surfaces du nez qui sont tapissées de cils et de mucus et se retrouvent piégées. Au passage de l'air expiré, la pression de l'air sépare les cordes vocales, ce qui lui permet de passer rapidement entre elles. Ce flux rapide crée alors immédiatement un vide partiel entre les cordes vocales qui les fait à nouveau se rapprocher. Le flux d'air est stoppé, la pression augmente derrière les cordes et celle-ci s'écarte une fois de plus, et ainsi de suite, de façon à réaliser une vibration. L'atout permet aux voies respiratoires de se débarrasser de tout corps étranger. Une irritation la déclenche également. Le larynx et l'éperon trachéal, l'endroit où la trachée se divise en bronches, sont pourvus de capteurs sensibles dont les impulsions afférentes passent des voies respiratoires à la moelle épinière par le nerf vague. Les circuits de neurones déclenchent une succession automatique d'événements qui provoquent les effets suivants. Premièrement, 2,5 litres d'air environ sont inspirés. Deuxièmement, l'épiglotte se ferme et les cordes vocales enferment l'air dans les poumons. Troisièmement, les muscles abdominaux se contractent fortement et repoussent le diaphragme, tandis que d'autres muscles expirateurs, comme les intercostaux internes, se contractent aussi. En conséquence, la pression dans les poumons atteint 100 mm de mercure ou plus. Quatrièmement, les cordes vocales et l'épiglotte s'ouvrent soudainement et l'air qui est sous pression dans les poumons sort brusquement. Cet air peut être expulsé à une vitesse de 120 à 160 km/h. Le réflexe d'éternuement ressemble beaucoup au réflexe de l'atout, si ce n'est qu'il concerne les voies nasales au lieu des voies respiratoires inférieures. Il part d'une irritation des voies nasales et les impulsions afférentes gagnent par le cinquième nerf, la moelle épinière, où se déclenche le réflexe. Une série de réactions semblables se produit, mais la luette est déprimée de sorte que de grandes quantités d'air passent rapidement dans le nez ainsi que par la bouche et contribuent ainsi à libérer les voies nasales de tout corps étranger. Découvrons les mécanismes de la respiration. Le rythme moyen du cycle inspiration-expiration est de 12 à 14 cycles par minute à l'état de veille, 6 à 8 cycles par minute pendant le sommeil et jusqu'à 100 cycles par minute en cas d'effort physique ou de stress intense. Ce rythme au repos s'abaisse à 4 ou 8 cycles par minute chez ceux qui ont fait un travail sérieux sur leur respiration. Grâce à l'allongement et le raccourcissement de la cavité thoracique et grâce à l'augmentation et à la diminution de son diamètre antéro-postérieur,
Les poumons peuvent se dilater et se rétracter. C'est la contraction du diaphragme qui produit principalement l'inspiration normale. Ce muscle a la forme d'une cloche, de sorte que la contraction de ses fibres musculaires le fait s'abaisser pour inspirer, en prenant appui sur les viscères. Généralement, l'expiration est un processus entièrement passif. Nous remarquons ici que ce muscle très puissant prend en partie ses insertions sur la colonne vertébrale et aura des répercussions douloureuses sur celle-ci en cas de blocage. L'action du diaphragme se fait en 2 temps. Tout d'abord, une phase abdominale. Un mouvement de descente du diaphragme a pour conséquence la poussée des viscères abdominaux vers le bas. Et si la ceinture abdominale est normalement souple, il provoque le gonflement du ventre. Ensuite, une phase thoracique. Le centre phrénique du diaphragme se stabilise en appui sur les viscères. Ces fibres musculaires peuvent alors poursuivre leur contraction en engageant l'élévation des côtes basses. D'autres muscles élévateurs des côtes prennent ensuite le relais pour poursuivre l'élévation des côtes supérieures. Une ceinture abdominale tonique est donc nécessaire pour offrir l'appui indispensable au fonctionnement diaphragmatique. L'observation des différents moments respiratoires, quelles qu'en soient les variations et combinaisons, met en évidence une nécessaire complicité entre le diaphragme et la sangle abdominale. Le muscle transverse particulièrement, outre sa fonction de contention abdominale et son rôle dans l'activité posturale, a une action puissante d'expirateur, mais permet aussi de moduler, en fonction de ses tonicités, la mobilité du diaphragme dans une véritable synergie. Il existe une réelle complicité essentielle à l'acte respiratoire entre le diaphragme et le transverse. Le transverse, véritable centre musculaire de la posture et de l'enracinement, le diaphragme, carrefour des chaînes de mouvement et centre dynamique, au cœur de l'acte relationnel de la respiration, des affects et des émotions. Trois groupes différents de muscles produisent l'inspiration en soulevant la cage thoracique. Les muscles sternocléido-mastoïdiens soulèvent le sternum. Le muscle grand dentelé soulève de nombreuses côtes. Et les scalènes soulèvent les 2 premières côtes. Comme les bords antérieurs de toutes les côtes supérieures sont attachés au sternum, le soulèvement d'une partie de la cage thoracique soulève l'ensemble. Le grand droit permet non seulement de comprimer le contenu de l'abdomen contre le diaphragme, mais il abaisse également les côtes inférieures et fait diminuer le diamètre antéro-postérieur du thorax. Les poumons sont des structures viscoélastiques. Par conséquent, une légère pression intra-alvéolaire les fait se distendre jusqu'à un certain volume et ainsi de suite. Le thorax a également des propriétés viscoélastiques, de sorte que plus la pression est forte dans les poumons, plus le thorax se distend. Les propriétés élastiques des poumons sont dues à la tension superficielle des liquides tapissant les alvéoles et aux fibres élastiques du tissu pulmonaire. Les propriétés élastiques du thorax sont dues à l'élasticité naturelle des muscles, des tendons et du tissu conjonctif du thorax. Par conséquent, une partie de l'effort dépensé par les muscles inspirateurs durant la respiration sert simplement à étirer les structures élastiques du poumon et du thorax.
On appelle compliance la distensibilité des poumons et du thorax. Chaque fois que la pression alvéolaire augmente de 1 cm, les poumons se distendent de 130 ml. Tout ce qui détruit le tissu pulmonaire, le rend fibreux ou odémateux, bloque les alvéoles ou empêche la distension et la rétraction des poumons, fait diminuer la compliance pulmonaire. Il faut également inclure toute anomalie réduisant la distensibilité de la cage thoracique. Cela peut être une scoliose ou une kyphose prononcée, ou des troubles viscéraux, ou bien des rétractions musculaires. Ce schéma représente les modifications du volume pulmonaire dans différentes respirations. Le volume courant est le volume d'air inspiré et expiré à chaque respiration normale. Il est d'environ 500 ml chez un homme jeune normal. Le volume de réserve inspiratoire est le volume d'air supplémentaire qui peut être inspiré au-delà du volume d'air courant, environ 3000 ml chez l'homme jeune. Le volume de réserve expiratoire est la quantité d'air qui peut encore être expirée par une expiration forcée après la fin d'une expiration normale, environ 1100 ml chez l'homme jeune. Le volume résiduel est le volume d'air restant dans les poumons après une expiration forcée. Ce volume est de 1200 ml environ chez l'homme jeune. Notons que la capacité vitale moyenne de l'homme jeune est de 4,6 litres environ et 3,1 litres chez la femme. Un athlète peut avoir une capacité vitale supérieure de 30 à 40% à la normale, c'est-à-dire 6 à 7 litres. Après la ventilation des alvéoles par de l'air frais, l'étape suivante du processus respiratoire est la diffusion de l'oxygène des alvéoles dans le sang pulmonaire et la diffusion du gaz carbonique du sang pulmonaire aux alvéoles. Voici l'unité respiratoire. Elle se compose d'une bronchiole, de canaux alvéolaires, d'oreillettes et de sacs alvéolaires ou alvéoles, au nombre de 300 millions environ dans les deux poumons. Les parois alvéolaires sont extrêmement minces et renferment un réseau presque solide de capillaires communicants. On peut décrire le flux de sang de la paroi alvéolaire comme une couche de sang en circulation. Un échange gazeux entre le sang alvéolaire et le sang pulmonaire s'effectue à travers la membrane de toutes les portions terminales des poumons. On estime que la surface totale de la membrane respiratoire est d'environ 70 m² chez l'adulte en bonne santé. La quantité totale de sang des capillaires du poumon à n'importe quel moment de la respiration est de 60 à 140 ml. Après sa diffusion des alvéoles au sang pulmonaire, l'oxygène est transporté, principalement en association avec l'hémoglobine, dans les capillaires des tissus, où il se libère pour être utilisé par les cellules. Dans les cellules des tissus, l'oxygène réagit avec différents aliments et forme de grandes quantités de gaz carbonique qui pénètrent dans les capillaires des tissus et sont ramenés aux poumons par le sang. Le système nerveux règle la vitesse de la ventilation alvéolaire presque exactement à la demande du corps, de sorte que la pression de l'oxygène du sang et la pression du gaz carbonique sont à peine modifiées lors d'exercices musculaires violents ou d'autres types de stress respiratoire. Le centre de régulation consiste en un groupe largement dispersé de neurones situés de chaque côté de la substance réticulaire du bulbe et de la protubérance rythmique.